parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel de la série à chaud. La série d'aujourd'hui s'appelle Sex Education. Elle a été créée par Laurie Nunn. Elle est disponible sur Netflix depuis le 11 janvier 2019. Je l'ai vue à la télévision donc, et en version originale. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous en parler, j'avais pas pu voir la saison 1 correctement, j'avais ma fille qui était en bas âge, bref, donc je dormais pas beaucoup, ce qui fait que j'avais rien capté à l'histoire de la vie, et donc du coup j'étais un petit peu, hors sujet, et donc j'ai eu l'occasion de me regarder les 8 épisodes de cette première saison. Dernièrement, oui, c'est un podcast qui sort évidemment en retard, de toute façon avec moi, vous connaissez l'histoire, où je suis pile dans les temps, limite je sors la critique avant que le film sorte en France, hashtag Pinocchio de Matteo Garrone, ou alors je suis carrément à la masse et je sors un truc qui sort 10 ans plus tard. Vous m'aimez aussi pour ça, ça me permet de vous faire découvrir des petites perles et des choses comme ça. En l'occurrence, là pour Sex Education, je suis vraiment en retard puisque je vais critiquer la saison 1 alors que la saison 2 est sortie et qu'on est déjà en train de parler de l'éventuelle saison 3. Donc Sex Education a été créé par Laurie Nunn, très jeune auteur, qui a, je crois que c'est une scénariste productrice qui a essentiellement fait des courts-métrages que je n'ai pas vus, avant d'enchaîner avec Sex Education, qu'elle a réussi à faire produire sur Netflix comme une série anglaise. Elle a priori un projet de long-métrage bientôt qui devrait arriver, qui s'appelle The Summer House, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai lu des choses contradictoires dessus. Tout ça pour dire, créatrice qui depuis Sex Education a plutôt le vent en poupe et a priori, je ne serais pas surpris qu'on la retrouve au scénario d'un long-métrage très prochainement. Sex Education, que dire sur Sex Education avant d'entamer le pitch ? Sex Education est un petit peu le coup classique de la série anglaise sur la vie sexuelle des jeunes. Alors, quand je dis coup classique, c'est juste que ça me fait... j'ai pas 60 exemples en tête, mais je pense surtout à la série qui s'appelait Skins, par exemple, à l'époque, et qui avait abordé de manière très frontale au début des années 2000, la vie sexuelle, notamment homosexuelle aussi, des jeunes Anglais, la série étant particulièrement... pas outrancière, mais vulgaire, allant très loin. Et ça me fait aussi penser à la série... oh zut, maintenant ça me revient pas. The Misfits, qui était une série de super-héros, mais qui aussi avait pour le coup cet humour anglais frontal, assez trash, assez adolescent, tournant autour de personnages essentiellement post-adolescents ou dans la grande adolescence. Donc voilà, c'est un truc très anglais d'aborder la sexualité des adolescents ou des plus jeunes avec... toujours ce double discours, un côté très trash et très frontal, en évoquant des choses qui sont en général pas dites dans des séries classiques, et de l'autre côté, le point de dénomination principale, c'est que c'est un sujet humoristique, on en rigole. Il est hors des questions d'évoquer la sexualité de manière dramatique chez les ados anglais, c'est toujours sous couvert de comédie, et d'un ton extrêmement léger. J'aurai une critique à faire là-dessus après plus tard dans ma critique, mais grosso modo, je trouve que Sex Education est un peu dans le ton, dans la culture de ces séries anglaises comiques qui ont pour sujet principal la sexualité, l'amour chez les adolescents. Je mets The Misfits dedans parce qu'au final, la série, de mon point de vue, était intéressante sur son fond quand elle traitait essentiellement de ça. J'ai pas vu la série The Misfits jusqu'au bout, mais grosso modo, j'ai lâché à un moment donné. Je pense que ça vient du fait que tout simplement, on s'intéressait beaucoup moins aux personnages et à leurs histoires entre eux, et au final c'était ça qui rendait la série, je trouve, intéressante, au-delà d'avoir les super pouvoirs dedans et de rigoler dessus. Je vous conseille quand même très tranquillement les 3 premières saisons au moins de Misfits, c'est très joli, c'est une série qui avait peu de moyens et qui a fait des choses très intéressantes avec, très belle. Donc je vous la conseille, et en plus c'est vraiment drôle, c'est une série complètement dingue, avec mon copain dont j'ai oublié le nom, l'acteur qui joue aussi dans la série, qui a joué dernièrement dans The Umbrella Academy et qui est décidément très bon, dont j'ai oublié le nom, donc je vais pas dire de bêtises, mais voilà, donc bref, je vais éviter de continuer à parler de gens sans retrouver leur nom, sinon ça va pas le faire, mais n'hésitez pas à regarder The Misfits, c'est très sympathique aussi, et donc Sex Education arrive un petit peu selon moi dans la lignée de toutes ces séries, dans le style anglais pur, humour anglais basé sur le sexe, donc basé sur un côté un petit peu trash, gore, pas gore, mais disons plutôt trash, awkward, un petit peu gênant, et qui joue beaucoup sur la comédie de situation et la comédie de dialogue. Sex Education est pile là-dedans, et on sent que Laurie Nunn a été pétrie, même si elle est très jeune, si j'ai bien compris, je crois qu'elle a même pas la trentaine, et a été pétrie de cet humour-là et de ce style-là. On est vraiment pile là-dedans. Donc si vous n'avez pas spécialement aimé Skins à l'époque, ni The Misfits, l'humour anglais risque de un petit peu vous saouler, mais je trouve que la série a d'autres qualités, et je vais en parler tout de suite, mais d'abord on va pitcher.
Otis Milburn est un jeune adolescent anglais qui va au lycée de Moordale, dans la campagne anglaise, je ne sais plus où, dans quel coin exactement il se trouve. C'est un gamin un peu particulier parce que sa mère est en fait sexologue psychothérapeute et elle a plus ou moins pas mal gêné son adolescent de fils qui rentre dans la période de la grande puberté et qui, par définition, a chez lui des tas d'éléments sexuels, des discussions sexuelles, des gens qui viennent chez lui pour parler de ça, qu'il entend d'ailleurs de sa chambre. Bref, il a été baigné dans la sexualité depuis qu'il est tout petit et arrive à l'adolescence. Mais un problème, c'est que Otis n'arrive pas à se masturber. Et oui, Otis n'est pas en capacité de le faire, il n'y arrive pas, il est bloqué, et on va découvrir au fur et à mesure de cette saison pourquoi. En parallèle de ça, son meilleur ami, Eric Effiong, est un jeune homosexuel qui veut découvrir la sexualité et qui arrive dans cette nouvelle année au lycée de Moordale avec une envie irrépressible de franchir le pas et de enfin découvrir les choses de l'amour, avec une naïveté qui va bien sûr le faire traverser par différentes étapes. En parallèle de ça, la fille la plus, on va dire, cool du lycée, qui s'appelle Maeve Wiley, est aussi bien sûr une outcast, et une fille plus ou moins rejetée par les filles, on va dire, in du lycée. Oui, j'utilise des propos un petit peu vieux jeu, excusez-moi, mais moi, ça fait quand même longtemps, mon lycée, ça fait plus de 20 ans. Et ouais, comment dire, on rajeunit pas, comme on dit. Et donc, Maeve Wiley, de tout son côté rebelle, est une fille tout à fait, intelligente, lettrée, ainsi de suite. Cliché, mais c'est une réalité, j'en parlerai plus tard, qui, pour une raison assez étrange, se retrouve en couple avec Jason Marchetti, le garçon le plus populaire du lycée, qui lui-même est un champion de natation. Toute cette équipe finit par se retrouver sur un point présent. Maeve a l'idée, puisqu'elle vit de ses propres moyens toute seule dans sa caravane, de trouver un moyen de gagner de l'argent en utilisant le talent de Otis pour donner des conseils sur la sexualité. Tout simplement conseils sur la sexualité que, à force d'avoir vécu à sa mère, il a appris à intégrer et à comprendre. Et il monte un petit business de thérapie qui va devenir très très vite florissant. Tous leurs amis et tous les gens tous les adolescents du lycée ayant besoin de conseils sur ce domaine. Évidemment, tout ne se passera pas de manière évidente puisque Otis va très très vite développer des sentiments pour Maeve, qui elle-même a une histoire donc avec Jackson. Eric va lui tout doucement vivre des histoires concernant son homosexualité, mais surtout son côté travesti et exubérant. Tout ce beau monde se retrouve autour d'histoires, bien sûr, dans le plus pur style, comme je le disais avant, d'humour à l'anglaise. Eric, tout le monde l'appelle trombite, trombono, parce qu'un jour il a fait un numéro de trombone sur scène devant tout le lycée et qu'il a eu une érection. Bref, tout le monde a des histoires. Et, Maeve Wiley est appelée la croqueuse de bite parce qu'elle a la réputation d'avoir mordu les testicules d'un garçon. Bref, vous voyez, on est dans la grande finesse. Et tout ce beau monde va se réunir autour de ces séances de thérapie que Otis donne, qui vont le rendre quelque part populaire, mais qui vont aussi troubler sa relation avec Maeve et avec sa mère, Jean, qui elle-même n'arrive pas à écrire un nouveau livre depuis la séparation avec son mari, et qui va d'un seul coup trouver l'aspiration. Mais je ne vais pas plus déflorer la série que ça. À part peut-être pour vous parler de Adam Groff, qui est le fils du proviseur, mais aussi le bully, qui n'arrête pas de torturer Eric, le meilleur ami de Otis, et qui a la réputation d'avoir un énorme zizi, tout en étant incapable au début de la série de jouir avec sa copine. Bref, on est à fond dans la sexualité, la série a très bien porté son nom. La critique maintenant. Alors pour aborder la critique de Sex Education, je pense que je vais pas forcément trop parler des détails, je caricature des détails techniques. Grosso modo, si on doit parler par exemple des costumes ou de la photographie, la série joue beaucoup sur un côté, on va dire, série pour teenagers. Le lycée est on a des grands contrastes de couleurs, le lycée est très coloré, les différents personnages ont presque des codes couleurs, Maeve étant habillée en noir, mais ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est une légère exagération, très légère, très subtile, ce qui fait je trouve qu'on est plutôt dans un contexte adolescent cohérent. Je connais pas le contexte adolescent anglais, mais j'arrive à croire à l'existence de ce lycée. Le personnage de Adam Groff, par exemple, est toujours habillé de la même manière, avec une sorte de blazer de sport, non pas de blazer de sport, de veste un peu, de veste typée sportif, mais qui en fait est en cuir, toujours la même en beige, il est de manière un peu neutre, la coupe au carré, le visage un peu placide, carré. Donc il y a vraiment un jeu comme ça sur leurs différences physiques sont très fortes, et la série est complètement à l'opposé. Oui, c'est quelque chose que j'avais pas dit avant, mais les séries anglaises en général ont toujours beaucoup mieux assumé que les séries américaines
américaines, les différences physiologiques, les différences de style, de culture, que les séries américaines ont tombé souvent dans des stéréotypes de Ken et Barbie, très très souvent, même dans les séries de teenagers actuelles américaines, on est encore là-dedans. Alors que dans les séries anglaises, il y a ce plaisir de confronter des physiques très différents. Le personnage de Adam Grove, comme je dis, est assez grand, avec un visage carré, placide. Maeve a un style un peu plus filiforme, elle est très maigre, avec des cheveux blonds tombants, elle est souvent habillée en noir un peu, on est dans une sorte de rebelle, mais pas tout à fait, enfin c'est assez bien foutu. Eric est vraiment la caricature presque. Heureusement, la série n'y va pas, je trouve. Ça correspond au personnage d'être le jeune gay qui veut s'assumer et qui a en même temps un petit côté travesti. Donc il est habillé de manière très colorée, presque féminine, donc féminine clairement avec du vernis et des choses comme ça. Vous verrez, il a des allers-retours dans la série, donc on voit vraiment ce contraste, ce côté très coloré. Et Otis, qui est un garçon qui veut passer inaperçu, est toujours habillé de la même manière, avec toujours le même type de blazer. Non, pas un blazer, avec toujours cette veste de jogging. Je sais plus comment on appelle ça maintenant, le mot me revient pas, mais avec toujours le même type de veste, le même type de polo en dessous avec des rayures, le pantalon. Vous voyez le garçon qui passe inaperçu, en quelque sorte. En fait, Asa Butterfield a des yeux magnifiques, donc c'est un peu limite de dire ça, mais grosso modo, avec la raie sur le côté, voilà, le garçon discret, qui s'efface, limite le fantôme. Le personnage de Jackson Marchetti, qui est donc le héros du lycée, lui, il a le blazer de sport classique, il est très populaire, il a du style, c'est le black qui en jette, qui est super bien foutu, machin. Donc ils sont tous comme ça très très différents physiquement, et on sent que c'est une identité visuelle sur laquelle la série va jouer énormément. On a aussi le personnage de Amy Gibbs, dont j'ai pas parlé, mais qui est la jeune fille un peu idiote, mais voire très idiote par moments, avec l'écart entre les dents, les cheveux, qui essaie de vraiment ressembler à toutes les filles, toutes les poufs, le terme est pas exagéré, puisque c'est clairement comme ça que les séries les présentent, du lycée, et qui donc va avoir des habits tendance, mais en même temps trop provoquant pour son âge, qui en même temps va avoir une sexualité très ouverte, mais qui en fait il connaît que dalle, fait juste ce qu'on attend d'elle, bref. Donc on est vraiment dans visuellement sur des clichés, mais la série le joue très bien, je trouve qu'on arrive à y croire, et en même temps, en exagérant légèrement, elle donne tout de suite les clés pour dire qu'elle est une série comique avant tout. À mon sens, d'abord et avant tout, elle est là pour te faire sourire, rire, pour dédramatiser le sujet, et j'en parlerai après quand je parlerai un peu plus de ma critique de fond, notamment quand on passera au scénario. Mais grosso modo, visuellement, à part les costumes et le jeu sur le contraste entre le lycée, qui est finalement le point central de l'intrigue, on a grosso modo pas d'éléments de réalisation que j'ai trouvé incroyables. Il y a juste quelques effets. Il y a un moment donné, quand le personnage de Otis essaie de se masturber, d'y arriver, il y a un effet d'aspiration souvent qui est joué. Il est au milieu de l'écran. Par exemple, il se met dans des toilettes à un moment donné parce qu'il a une telle érection qu'il est obligé d'essayer de le faire parce qu'il n'en peut plus d'avoir cette érection, elle dure trop longtemps. Je rappelle qu'il n'arrive pas à se masturber, hein, donc il éjacule jamais, donc forcément c'est limite. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un épisode PG-13, il faudra vraiment que je fasse attention au rating sur YouTube, à un moment donné je vais me faire sucrer mes vidéos. Bref, tout ça pour dire, et on a cet effet, il est coincé au milieu de l'écran, là je parle de mise en scène, effectivement je suis passé un petit peu vite à la mise en scène, où grosso modo on le voit faire il y a une sorte de travelling avant de lui, et les murs des toilettes ont l'air de faire des kilomètres, pareil à la fin de la série, à chaque fois qu'il essaye, il y a des effets comme ça qui sont intéressants et qui jouent là-dessus, mais c'est les seuls vrais effets forts de la série. La plupart du temps, c'est une série qui est juste bien filmée, avec des effets maîtrisés, mais ça reste, j'ai envie de dire, une série bien filmée, propre, assez neutre. Il y a finalement peu d'idées visuelles autres que d'avoir bien choisi sa charte graphique et d'avoir bien choisi que ce serait une série comique sur le thème du sexe pour que des jeunes puissent la regarder et aborder le sujet en le dédramatisant. C'est clairement le choix de la série, et donc visuellement, on est loin d'être dans quelque chose d'extrêmement léché, maîtrisé. C'est juste efficace. Ce qui fait que ça passe très très bien. Là, j'ai abordé très très vite décor, parce que le décor, j'allais le dire, mais le décor principal, c'est le lycée de Moordale, et qui joue aussi sur des contrastes comme ça, entre des couleurs très très fortes, des beiges et des rouges très forts, et en même temps tout un côté très neutre en beige, pour que les personnages y trouvent leur place et finalement que ce soit eux qui soient les plus présents. C'est pour ça que les costumes sont très importants, et le travail sur les costumes a été très réussi, je trouve, dans cette série. On reconnaît les personnages visuellement très facilement, ils ont une tonalité dans leur manière de s'habiller qui est très forte, et c'est très juste concernant l'adolescence, puisqu'on commence à s'affirmer, à vouloir se différencier. Tu sais, comme on le voit évidemment dans la série, très souvent entre le personnage de Otis et de sa mère Jean, qui est donc, comme je disais, psychologue, sexologue. Donc ça pour dire... Ces éléments-là sont extrêmement marquants visuellement, et la mise en scène finalement est assez neutre.
et assez neutre parce que ces éléments sont très très forts. Mais je pense que quand je vais passer à la question du scénario tout de suite, et notamment du casting, vous allez comprendre un peu où je veux en venir. Je pense qu'on peut aborder le point central de la série qui est son scénario. Comme je disais, une fois que l'univers est posé et que le côté contrasté, particulièrement exagéré par endroits, pour certains personnages que pour d'autres, de l'adolescence est présente, la série n'a plus, entre guillemets, qu'à bien écrire ses personnages et à bien faire son casting. Et il se trouve que le casting, je trouvais vraiment excellent. Je reste vraiment surpris par la qualité globale des acteurs, c'est impressionnant. Alors déjà, bon, la série a fait des choix intelligents, elle a mis déjà dans des rôles, les rôles les plus, entre guillemets, prégnants de la série, c'est-à-dire celui de Otis et de sa mère, Jean. On a d'abord Asa Butterfield dans le rôle de Otis Milburn, Asa Butterfield qui est essentiellement connu pour moi pour Ender's Game, qui est le film où je l'avais vu pour la première fois, où il était un jeune acteur et qu'il était déjà très bon, même si le film est discutable. Donc il avait déjà une carrière hollywoodienne derrière lui, il a fait d'autres choses, mais franchement ça me revient pas. Et dans le rôle de sa mère, Jean Milburn, on a Gillian Anderson, évidemment la Scully, l'inénarrable, la fameuse, la célèbre Scully de X-Files. Et c'est une actrice qui tout simplement est en train de faire une sorte de seconde carrière à la télé qui est incroyable. Elle a un rôle complètement fou, notamment dans la série, dans la saison 1 d'American Gods, je crois qu'elle joue le dieu qui est la télévision, elle est incroyable, ou le cinéma, je sais plus, mais elle est juste incroyable dans le rôle. Et là, dans le rôle de cette Anglaise de la campagne, qui est en même temps une sexologue limite prétentieuse et en même temps toujours enjoncée dans son taf et dans son rapport à son fils qu'elle peut pas s'empêcher de psychanalyser. Elle est excellente. Gillian Anderson est incroyable, elle a un travail notamment sur son accent qui est impeccable, sur ses attitudes qui est impeccable, on croit tout de suite à son personnage, à ses faiblesses, à ses fractures, à son rapport, à la distance entre ses principes de psychologue et son rapport à son fils qu'elle peut pas s'empêcher d'espionner. Elle est incroyable, je trouve vraiment qu'elle apporte énormément à la série, notamment parce qu'elle arrive à donner énormément de chair à la relation avec son fils Otis en très peu de séquences. Dès la saison 1, pardon, dès l'épisode 1, c'est impressionnant à cet endroit-là. Et on suit aussi, bien sûr, la série suit aussi ce personnage-là, puisqu'il est central dans le rapport à Otis, puisque Otis est quand même le personnage principal. Et on la voit notamment dans sa vie amoureuse, être un peu dissolue, ne plus avoir réussi à se poser depuis le divorce avec son mari, depuis qu'elle a été plus ou moins trompée, et c'est... Non, pas plus ou moins, depuis qu'elle a été trompée tout court, que je raconte. Et je trouve Gillian Anderson incroyable dans le rôle, et c'est un excellent choix de casting. Mais tout le casting est à l'avenant. Là, je vais parler un peu d'acteurs, je sais pas si vous les avez vus dans d'autres séries, moi je les ai pas vus dans d'autres séries, donc je risque de parler un petit peu dans le vide, mais je vais faire vite. Ncuti Gatwa, qui joue le rôle de Eric Effiong, le meilleur ami de Otis, je trouve vraiment très très bon. On y croit tout de suite à son personnage de jeune gay qui a beaucoup de naïveté, qui se confronte de facto par le fait qu'il a un style un peu travesti, à beaucoup de violence, qui doit, comme le dit son père, s'endurcir. Et le rapport à son père est très beau aussi, une famille catholique comme ça, qui le rejette pas du tout. On n'est pas du tout dans un cliché du gay qui est rejeté parce qu'il est gay, au contraire, qui essaye de le comprendre et de grandir avec lui. C'est vraiment très beau et très bien écrit, et ça sort complètement des clichés. Emma McKay dans le rôle de Maeve Wiley est très bien. Paradoxalement, quand j'ai revu la série, je l'ai trouvé moins bien que quand j'avais maté la série, un peu survolé, entre guillemets, la série la première fois. Mais elle fait le taf, je trouve son personnage intéressant, je trouve pas son jeu très intéressant, mais je trouve que le personnage est intéressant, qu'elle fait ce qu'il faut. Connor Swindell dans le rôle de Adam Groff, le fils du proviseur, le bully de la bête noire de Eric, il est très très bon. Je trouve vraiment qu'il est excellent dans le rôle. C'est vraiment l'adolescent que tu sais pas comment gérer, que tu... même moi à l'époque quand j'étais au lycée, j'étais clairement pas un bully, hein. Sinon je me parlerais pas à moi-même sur internet, hein. #dépression. Adam Groff est vraiment excellent dans ce rôle, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi ce côté, comme je disais, adolescent, difficile à cerner, que tu sais pas exactement ce qui lui arrive, il va pas en parler, il est trop engoncé dans sa fierté, dans les codes de son époque, donc il est violent quand tu essayes de le faire s'ouvrir en quelque sorte. Il est en même temps pétri d'une confiance qui est du coup encore plus une armure. Bref, personnage vraiment intéressant et qui a un développement dans la série, je trouve, assez inattendu et vraiment de qualité. Pareil pour Kedar Williams Sterling qui joue le rôle de Jackson. Le personnage n'est pas forcément très intéressant, mais j'ai trouvé qu'on arrive à y croire. Il n'a pas un jeu formidable comme acteur, mais je trouve qu'on finalement on arrive à y croire dans ce personnage de héros du lycée en quelque sorte, qui a du style, qui sait tout faire, je caricature, mais qui en même temps est tellement poussé à bout par sa famille. Vous allez voir, c'est quand même plutôt bien écrit. C'est pas le personnage que j'ai trouvé le plus
intéressant, mais il est globalement assez bien écrit. J'ai aussi envie de parler de Lily Eagleheart, qui est une fille qui cherche absolument à tirer son coup, et qui est un peu un running gag dans la série, puisqu'elle rencontre les personnages en disant tu veux baiser avec moi? Tu veux mettre ton zizi dans mon vagin? Tu vois, vous voyez, c'est vraiment du frontal trash à l'anglaise, et c'est assez drôle, et le personnage est complètement, comment dire, kitsch, elle a des couettes qui sont montées sur la tête, il joue complètement sur le fait qu'elle soit longiligne, qu'elle a un côté complètement filiforme, c'est limite un fil de fer la fille, et puis en plus elle a les cheveux tirés avec des couettes enroulées, vous voyez un peu la coiffure à la princesse Leia, en plus elle a tout un univers, elle dessine des bandes dessinées où il y a le sexe est partout, elle est obsédée par ça, bref, et le personnage est finalement bien intéressant, bien écrit dans son rapport notamment à Otis, elle donne lieu à une des scènes les plus drôles, une des séquences les plus drôles de la série, et je veux pas la spoiler dans cette saison 1, mais encore une fois, excellent choix du physique de l'actrice la joue très très bien, on croit tout de suite à son âge, à sa naïveté, à sa candeur et tout. L'actrice est assez incroyable, elle s'appelle Tanya Reynolds, et je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais honnêtement, je serais curieux de voir, parce que j'ai l'impression qu'elle a un potentiel de jeu assez incroyable, à moins que ce soit son personnage. Vous savez, il y a des acteurs comme ça, ils ont un personnage, et puis c'est le personnage de leur vie, et ils le font dans tous les films, hein, c'est classique. Je sais plus comment s'appelle l'actrice qui joue Phoebe, par exemple, dans Friends, mais j'ai l'impression qu'elle a joué que ce personnage-là dans tous les films où je l'ai vu ensuite. Bref, peu importe. Je digresse. Et je tenais aussi à souligner Patricia Allison, qui joue le rôle de Ola Nyman, qui finit par avoir une histoire dont je vous laisse découvrir les tenants et les aboutissants avec la famille de Otis et avec Otis, et qui est excellente aussi dans le rôle d'une jeune femme très dégourdie, très sûre d'elle, très, équilibré face à Otis qui lui est complètement déséquilibré dans ses émotions, entre son rapport au désir qui est complètement guindé, bloqué par le fait que sa mère a fait du domaine du sexe son territoire entre guillemets, donc c'est hyper intéressant, et elle apporte aussi une vraie fraîcheur et une vraie crédibilité à la série. Bref, je vais pas faire tout le casting parce que je pense que vous connaissez pas les 3/4 des acteurs, j'ai parlé chinois pendant un quart d'heure là, mais je trouve vraiment le casting assez incroyable. Tout le monde fait le taf, au moins ils sont au moins bons, et ça c'est quand même assez incroyable. Les Anglais sont très forts pour ça, pour nous faire débarquer des acteurs. C'était déjà le cas dans Skins, les acteurs étaient très bons. Je n'aimais pas la série pour différentes raisons, mais les acteurs étaient très bons. Et si je devais comparer à une lecture américaine du même genre de période, alors je sais que c'est un peu lourd de dire ça, mais évidemment je pense à 13 Reasons Why, 13 raisons pour lesquelles je me suis suicidé, machin, blablabla, série qui a fait assez couler d'encre, sur laquelle je reviendrai à l'occasion, mais il faudrait que je revoie les 2 saisons, puisque la saison 1, je l'ai trouvée particulièrement dérangeante moralement, et la saison 2, particulièrement réussie à l'inverse. Bref, il faudrait vraiment que j'en parle, ça, pour moi c'est une série qu'il faut analyser, et je ferai un podcast à un moment donné là-dessus. Lâchez-vous dans les commentaires si vous voulez que je le fasse plus vite, mais dans l'idée, je pense qu'on s'amuserait bien à faire une analyse de 13 Reasons Why, saison 1 et 2, qui sont, je trouve, le pire et le meilleur, d'une certaine manière. Bref, j'y reviendrai. Mais dans le style visuel de 13 Reasons Why, un des trucs qui était flagrant, je trouve, c'est à quel point tous les acteurs étaient finalement des Ken et des Barbie. Même le personnage principal, j'ai oublié son nom, qui était un jeune garçon réservé, machin, un peu à la manière de Otis, qui est un peu le cliché hein, des séries adolescentes, on a toujours dans le rôle principal un jeune garçon réservé, machin, c'est jamais le héros du lycée, quoi. Sinon, visiblement, on peut pas aborder le sujet différemment. Bref, peu importe. Ça aussi, j'y reviendrai après quand je ferai ma conclusion. Mais grosso modo, dans les mêmes types d'univers, on a vraiment Ken et Barbie, je trouve, dans 13 Reasons Why, et là où à l'inverse, dans Sex Education, on a vraiment un panachage comme ça de personnages très différents, physiquement très différents, visuellement très différents. Alors vous allez me dire, c'est le ton de la comédie et le drame, c'est pas la même chose. Oui, mais je trouve que c'est quelque part compliqué d'aborder la sexualité chez les adolescents et les émois de l'adolescence sans à un moment donné ouvrir la porte à tout cet éventail d'adolescents qui sont ni Ken ni Barbie. Et je trouve que c'était déjà un des problèmes de base de 13 Reasons Why, que je trouve à l'inverse, même si c'est une comédie, même si je suis d'accord, ma comparaison est un petit peu un grand écart, Sex Education ne tombe pas dans ce problème-là et du coup nous permet grâce à ce casting, je trouve, d'être beaucoup plus impliqués. Alors il y a des limites dans tout ce que je suis en train de dire, et je vais l'aborder tout de suite, mais je tiens à souligner, j'insiste encore, je trouve vraiment le casting assez incroyable, et gros big up à Gillian Anderson qui m'a scié franchement dans cette série-là, et notamment dans la saison 1. On va aborder tout de suite le scénario, vous allez voir, je vais en venir. J'ai déjà dû parler, en parlant des personnages et du casting, un petit peu de leur chemin, mais j'aimerais aborder le scénario, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai quelque part une critique de fond que je peux aborder que sur la question du scénario. Il se trouve que
Le personnage d'Otis, qui est le personnage principal, va donc développer avec Maeve, sans vraiment le vouloir au départ, ce cabinet de thérapie, et on va être confronté à différents soucis que peuvent rencontrer des adolescents dans la sexualité. La série a l'intelligence d'être une série comique, et donc part du principe que beaucoup d'adolescents viendraient le consulter pour des problèmes X ou Y relatifs à la sexualité, sachant que c'est toujours très compliqué pour les adolescents de trouver oreille à leur questionnement. Parler avec les parents, c'est psychanalytiquement une mauvaise idée. Je caricature à peine, donc, et je trouve que le rapport entre Otis et sa mère Jean à cet endroit-là est particulièrement bien écrit. C'est une sorte de non-issue de parler avec ses propres parents de sexualité. Je vais évoquer la question de manière simple en termes psychanalytiques, mais d'un point de vue psychanalytique, pardon, parce que les termes je les connais pas forcément, je ne le suis pas psychanalyste, mais grosso modo, à partir du moment où on commence à sexualiser ses parents, on se sépare d'eux, et par définition, c'est plus vraiment nos parents. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un glissement qui est très compliqué psychologiquement et que beaucoup de gens refusent de faire. Vous voyez, c'est le coup du voilà, vous êtes mes enfants, c'est le papa qui va toujours dire vous serez toujours mes enfants quoi que vous fassiez. Ouais, mais non. Non, à partir du moment où on fait des enfants nous-mêmes et qu'on a conscience de notre sexualité et de la sexualité de nos parents deviennent quelque part un peu des étrangers. C'est toujours nos parents, il n'y a pas de problème, ce sont nos géniteurs, mais c'est autre chose, les parents, c'est autre chose, papa et maman, que mon géniteur et ma génitrice. C'est pas le même rapport ni la même nuance. Et ce glissement-là est très complexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pendant très longtemps enfermé les mamans dans le rôle de matrice, de génitrice. Non, de la maman, excusez-moi, justement pas de la génitrice, de la maman. C'est la maman. Tu vas la revoir, t'as 30 ans, tu vas la revoir, elle te refait à manger, puis elle reprend soin de toi, machin truc. C'est un cliché, je sais que c'est de moins en moins le cas, et heureusement, mais c'est pour dire, on enfermait les gens, passé le cap de l'âge d'être parents, dans ce rôle-là, et ça arrive encore beaucoup, parce que cette question de la sexualité est très compliquée à aborder, et ne peut pas être abordée avec les parents, parce qu'il y a une sorte de frontière, là, qu'il ne faut pas franchir, dont on doit avoir conscience, mais qui ne peut pas être quelque part partagé. Alors ça, c'est une base psychanalytique qui est beaucoup remise en cause aujourd'hui, pour aller au bout du sujet, mais c'est juste pour dire que la série le traite bien et montre que même quelqu'un qui est très équipé pour faire face à ces questions-là, la mère d'Otis, elle est confrontée quand même à ses propres à ses propres problèmes, à ses propres blocages qui font qu'à un moment donné, elle ne peut plus gérer les rapports de son fils et son fils qui est obligé de lui dire « nous ne sommes pas la même personne ». Une très très belle scène, peut-être une des séquences les mieux écrites, où elle lui dit « mais je trouve que t'es un peu une part de moi, parce que je trouve que t'es une part de moi », et Otis répond à sa mère « non, non maman, je ne le suis pas », sous-entendu « je ne le suis plus ». Et ça, c'est vraiment le fond de ce blocage. Alors, je ne vais pas continuer parce que c'est un sujet en soi et que je ne connais pas toutes les clés, mais vous comprenez l'idée. Et du coup, c'est intéressant de faire des séries, des choses un peu plus pop, de la pop culture, des chansons et autres, des textes, des livres, des BD, tout ce que vous voulez, des films qui parlent de sexualité et qui peuvent parler aux adolescents sans avoir à passer par le filtre familial ou celui du lycée. En général, c'est l'école, c'est le lycée, le collège qui doit gérer les questions qu'on peut avoir à cet endroit-là, la télé et autres, quoi ça. Donc il y a un peu de tout ce panachage qui va plutôt nous orienter, nous aider, plutôt que nos parents qui vont devoir garder un certain retrait, parce que c'est très compliqué de ne pas... Le parent qui évoque la sexualité avec l'enfant se sexualise, et par définition pour l'enfant, les parents ne le sont pas. C'est un truc normal, c'est un glissement psychologique pour tout le monde qui existe. Alors peut-être que c'est en train de changer avec les nouvelles types d'éducation, et peut-être que je suis vieux jeu, ce qui est tout à fait possible en retard sur la question, mais a priori il y a ce blocage-là. Donc quand on fait ce genre de série, on a ce désir dans le fond, et c'est là où je vais venir parler un peu plus du scénario, d'éduquer, de permettre une entrée, mais en étant toujours positif, parce que la sexualité, ça peut être mine de rien des expériences malheureuses, maladroites, blessantes, très blessantes, traumatisantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut aller loin, la sexualité chez l'adolescent, et c'est normal, parce que c'est fragile, c'est complexe comme question. Il y a beaucoup d'éducations différentes qui se côtoient dans nos cultures démocratiques, républicaines, et ainsi de suite. Du coup, on est constamment confronté à des grands écarts, qui peuvent donner lieu malheureusement à des blessures très profondes. Donc tout ça pour dire, comme la série 13 Reasons Why, comme je le disais avant, a essayé de l'aborder. Très mal dans la saison 1, excellemment dans la saison 2, je reviendrai encore une fois là-dessus. À l'occasion, j'arrête de teaser pour rien. Tout ça pour dire, y aller par le biais de la comédie est intéressant, est une bonne idée. À la nuance près que je me suis demandé, quand même, en regardant la série,
à force de mettre des personnages aussi caricaturaux, quand on en arrive au point où les personnages viennent et disent ouais, comment je fais une fellation, écoute, la dernière fois que j'ai fait une fellation, j'ai vomi sur mon copain. Vous voyez, c'est le genre de choses qui me semblent tellement humiliants que je n'arrive pas à croire, même dans le contexte de la série comique, je n'arrive pas à croire qu'un ado vienne poser cette question-là à un autre. Parle de ce genre de choses, l'évoque en groupe. Encore une fois, j'ai été adolescent au milieu des années 90, donc franchement, je suis un vieux machin. Hein. Peut-être que j'ai complètement tort et que c'est devenu quelque chose d'assez évident chez les adolescents actuels, et que la série renvoie à ça. Mais il me semble que ça me fait penser à ces séries que, à mon époque, étaient très sérieuses. Hein. C'était vraiment pas... on rigolait pas beaucoup dans les séries sur les ados, sur les sujets de la sexualité et autres. C'était quand même très... c'était souvent dramatique. C'est une réalité, en plus, hein, sans blague. Si je repense à des séries comme Degrassi High, qui en France s'appelait Les Années Collège, franchement, c'était rarement drôle. Hein. La sexualité, ça faisait pas envie dans ces séries-là. C'était plutôt... on tombe enceinte, on tombe malade, on chope le sida, on a des problèmes, on se fait découvrir par ses parents, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était vraiment la totale de tout ce qui peut arriver de cauchemardesque et de traumatisant. Donc je sais pas, peut-être qu'ils essayaient au contraire de ralentir les ados, mais tout ça pour dire, aujourd'hui, à partir des années 2000, c'est devenu, je trouve, beaucoup plus un sujet qui doit être traité de manière légère et sous l'angle de la comédie. Mais quelque part, l'ado que j'étais, moi, n'aurait pas voulu... c'est le genre de série qui m'aurait pas plu parce que je me serais pas senti représenté. J'aurais pas eu l'impression d'être respecté dans ma sensibilité. J'aurais eu l'impression qu'on rigole de mes problèmes. Pas avec moi, mais de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que cette frontière-là dans le scénario et dans la manière dont les personnages arrivent dans Sex Education est quelque part discutable. Pour les personnages principaux, je trouve que c'est plutôt bien écrit, que ce soit Otis, que ce soit son meilleur copain Eric, Maeve, Adam et Jackson, à la limite, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais dès qu'on commence à basculer sur les personnages un peu secondaires comme Amy ou bien comme Lily, ça devient très frontalement des idiots ou des idiotes qui ont une sorte de filtre comique d'emblée. Et je trouve que ça rend leurs questions qui sont pas moins légitimes, un peu, comment dire, c'est un peu insultant pour des ados qui peuvent vivre ça. Je sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'il y a le degré à un moment donné de caricature va un poil trop loin, et je trouve que du coup il y a des questions qui deviennent juste des gimmicks comiques dont il faut se grosso modo dire, quelque part se moquer, c'est assez bizarre. La série, encore une fois là, ma critique est un peu forte, hein, parce que la série, je trouve, globalement, gère vraiment bien ses sujets, et arrive à aller assez loin sur la plupart des points. Sur la masturbation, sur plein de choses comme ça qui peuvent être des sujets tabous à l'adolescence, donc c'est plutôt intéressant. Mais je trouve, moi perso, je me suis demandé en tant qu'adolescent, c'est le genre de série que j'aurais pas regardé, parce qu'à un moment donné, j'aurais senti qu'on se moquait de moi, plutôt que de rire avec moi. C'est un sujet intéressant, hein, parce que en soi, j'ai peut-être tort. Il se trouve justement que peut-être que la sexualité, à un moment donné, c'est savoir rire de soi d'abord. Et donc dédramatiser vraiment les choses intimes. Peut-être que la série, dans le fond, a raison là-dessus. Mais quelque part, avec moi, elle aurait raté quelque part sa cible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ma critique, et je parle du scénario parce que je trouve que le scénario est clair au bout d'un moment. À chaque épisode, il s'agit de ramener un nouveau cas de sexualité problématique chez les ados. Et comme la série essaye d'être assez comique et d'amener de l'humour dans ce qu'elle a à traiter et qu'elle est plutôt bien écrite, on sent vraiment qu'elle s'est permis de dire allez, tel personnage aura tel problème, on va dire deux filles qui sont lesbiennes ensemble, mais en fait il y en a une qui a aucun plaisir avec l'autre, donc on va jouer sur le truc, il y en a une qui arrête pas de parler, qui est toute excitée, qui veut tout le temps régler leurs problèmes, et l'autre qui est clairement froide et qui dit non mais ça marchera jamais. Donc c'est plutôt, encore une fois, c'est bien écrit, les personnages sont assez drôles, mais je trouve que par moments ça peut être de vrais problèmes, et je me serais senti pas très respecté si j'avais été confronté à ce genre de série quand j'étais jeune. Alors encore une fois, j'ai été jeune il y a longtemps, donc si vous êtes jeune et que vous écoutez le podcast, vous pouvez tout à fait me dire ce que vous en pensez, mais non, mais en l'occurrence, simplement, vous avez peut-être un point de vue différent, c'est peut-être la critique de fond que j'aurais à faire sur Sex Education, et ça, pour moi, ça m'a un peu troublé la lecture, j'ai trouvé la série marrante, et en même temps, je me suis dit, ouais, est-ce que j'ai envie qu'on traite tous les sujets comme ça de l'adolescence, de la sexualité dans l'adolescence, avec cette légèreté-là ? D'un côté, je comprends la nécessité, de l'autre, je trouve ça dommageable, parce qu'autant il y a des sujets du coup, ça crée forcément un ascenseur émotionnel entre des sujets qui sont traités de manière très bien écrite, comme je disais, l'homosexualité ou le travestissement chez Eric est super bien écrit, je trouve que c'est vraiment un personnage très beau in fine.
même s'il y a des moments vraiment trash auxquels je ne suis pas forcément fan, mais qui correspondent bien au personnage. Pareil pour les problèmes de sexualité chez Otis, je trouve que c'est vraiment très bien écrit dans le rapport à sa mère, notamment, et la psychanalyse, c'est hyper intéressant. Le rapport de Maeve par rapport à sa propre sexualité, non pas par rapport à sa propre sexualité, mais par rapport à son rapport à l'amour est très réussi. Et le rapport d'Adam, évidemment, à la sexualité, vous verrez, je ne veux pas spoiler, est aussi très intéressant. Donc c'est, on va dire, les 4-5 personnages vraiment principaux sont très bien écrits, mais tous les autres à côté, on sent qu'on passe vraiment par du personnage comique, et tout le rapport à la sexualité ne peuvent pas être graves, mais j'aurais aimé qu'ils soient parfois traités avec un plus de respect. Alors peut-être que, quand je dis respect, c'est un peu plus de gravité quand ça doit l'être. Après, peut-être que, effectivement, dans la saison 2, c'est développé. Mais j'ai pas vu la saison 2, donc on va conclure cette critique de la saison 1 d'abord. Pour conclure sur cette série, je dirais que c'est une bonne série. Je trouve que c'est une série qui est intéressante, qui, grâce au biais de l'humour, je ne l'ai pas assez dit, aborde des sujets vraiment très très différents concernant la sexualité chez les adolescents, et le fait bien. Je pense vraiment que c'est une bonne série sur le sujet. Je pense que c'est une série que, pour peu qu'on soit adolescent, mais qu'on ait un certain humour sur soi-même, et ben c'est une série qui peut apprendre pas mal de choses. Et évidemment, j'ai encore une fois caricaturé en disant pour les adolescents, mais évidemment ça vise tout le monde. Nous avons tous des traumatismes liés à notre adolescence, à notre enfance ou autre, à nos sexualités, et cette série peut tout à fait nous apprendre des choses, qu'on soit grand, petit ou autre. Évidemment, on veut mieux après l'adolescence et les adultes, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hashtag pédophilie déplacée, mais tout ça pour dire qu'on soit dans l'adolescence grande ou qu'on soit plus vieux comme moi, on apprend des choses, et c'est une série très intéressante parce qu'elle fait preuve de beaucoup de sensibilité. Je mettrai toujours ce petit bémol du « je ne crois pas que j'aurais été l'adolescent visé par ça, et je crois que c'est une série qui vise principalement les adolescents ». Peut-être ai-je tort, hein. Peut-être qu'elle vise aussi les parents vis-à-vis de leurs enfants, probablement, mais comme je trouve le personnage de Jean particulièrement lié à la psychanalyse de Otis, j'ai du mal à le croire. Je pense vraiment que ce sont vraiment les adolescents qui sont visés par cette série. Après, encore une fois, tout le monde a y apprendre. Au lieu de parler de fond et de choses un peu fumeuses, on va tout de suite aller vers du concret. Hashtag arrête de nous gaver avec tes conneries, monsieur le mec qui parle trop, qui parle vraiment décidément beaucoup trop. Donc dans le concret, le jeu notamment sur les identités visuelles et colorées des personnages fonctionne bien. C'est le style, un peu kitsch des séries qui exagèrent légèrement la réalité et qui s'en amusent, et les physiques, le casting en ce sens-là et les physiques des différents personnages est particulièrement réussi. Ils arborent quelque part des clichés, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de nuances au final dedans, et c'est très réussi. À partir du moment où la série est posée sur cette base visuelle, comme je le disais au début de la critique, le scénario s'éclate, s'amuse beaucoup à mettre des situations assez drôles en scène. Le fameux coup j'ai oublié de le dire, mais le fameux coup des ados qui sont tellement excités que voilà, ils font le bordel chez eux et les parents débarquent, les attrapent dans le fait, les érections intempestives, la découverte de la masturbation, les erreurs de sexualité X ou Y, dans le sens, on pense que telle chose se fait de telle manière, mais de manière tellement mécanique qu'on l'a vu dans les films porno qu'au final on n'a plus aucun plaisir, et on sait même plus ce que c'est. Bref, la série brosse énormément de choses différentes, et le fait vraiment très bien. Et le casting est vraiment très bon. Asa Butterfield, Gillian Anderson et les autres font le taf, c'est assez impressionnant. Décidément, ces séries anglaises, quand elles sortent sur des sujets comme ça, elles ont un sens du casting qui est impressionnant. Bref, c'est une série que je vous conseille, je trouve très intéressante. Elle apprendra des choses à tout le monde. Encore une fois, j'ai un peu trop axé ma critique là-dessus, sur quelque chose d'assez minimal. Mais c'est une excellente série, je vous la conseille. Et prochainement, je vais regarder la saison 2 et je vous en parlerai de nouveau. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagram et Facebooker la totale. C'est votre avis qui m'intéresse le plus, donc n'hésitez pas à commenter. J'ai encore eu des commentaires très intéressants dernièrement. Merci à vous, on continue. On va pas lâcher l'affaire. Ça me motive à mort. Merci beaucoup à tous. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.